Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Je suis Sacha et je suis passionnée de théâtre et spectacle en tout genre. Sur ce podcast, je reçois à mon micro des personnalités du monde du spectacle. Comédiens, metteurs en scène, auteurs ou autres, l'idée, c'est de vous faire découvrir les coulisses de ce monde où tout n'est pas que paillettes. Cette fois-ci, j'ai décidé de vous proposer un épisode qui sort un peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Je suis partie à la rencontre de deux personnalités qui font la Librairie Théâtrale de Paris, une librairie qui ne propose que des ouvrages de théâtre. Dans cet épisode, ce n'est pas une, mais deux personnes que j'interviewe, l'une à la suite de l'autre. Le premier, c'est Guillaume, qui est le responsable des éditions de la Librairie Théâtrale. Car vous ne le savez peut-être pas, mais la librairie a ses propres éditions. Dans cette interview, Guillaume m'a expliqué le parcours éditorial d'un bouquin de théâtre, de la réception du manuscrit à sa mise en vente. Il m'a expliqué comment il choisissait les manuscrits qui sont édités, les saisonnalités et un tas d'autres choses que je vous laisse découvrir. En deuxième partie de cet épisode, j'ai reçu Rémi, qui lui est libraire à la librairie théâtrale. Il m'a parlé des clients de la librairie, de comment il les aidait à choisir la perle rare, mais aussi des demandes insolites qu'il peut avoir parfois. J'ai trouvé ces deux interviews très enrichissantes, elles m'ont fait découvrir une toute autre facette des métiers du théâtre et j'espère qu'elles vous plairont aussi. Alors, bonne écoute! Et on démarre tout de suite avec l'interview de Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît ? Oui. Donc moi je suis Guillaume Benoît, je suis responsable d'édition à la librairie théâtrale, qui est à la fois une librairie théâtrale mais une maison d'édition de théâtre. Et donc je m'occupe des marques éditoriales de la librairie théâtrale, dont on parlera certainement plus en détail après, mais qui sont les éditions de la librairie théâtrale, L'Œil du Prince, Art et Comédie, et tout récemment Quatrième Mur. Ok, et c'est quoi ton parcours ? C'est un parcours assez classique finalement, d'études de lettres modernes appliquées, avec des options en édition. J'ai assez rapidement, après le bac, après quelques errances, voulu travailler dans l'édition. Ça me paraissait être une alliance entre la littérature et quelque chose de créatif sans être moi-même auteur. Et puis un master qui se spécialise dans l'édition, des stages pendant les études et qui ont conduit en fait. Mon dernier stage a été celui de la librairie théâtrale. Je suis arrivé ici comme stagiaire et puis ensuite j'ai été embauché et l'histoire a suivi. Ah oui, donc toute ta carrière à la librairie théâtrale, en tout cas pour l'instant. Oui, quasiment, oui. Ça veut dire quoi être éditeur à la librairie théâtrale ? C'est quoi ton quotidien ? C'est un quotidien assez varié parce que la librairie théâtrale est une vieille maison, qu'elle a une histoire, un catalogue assez étendu qu'il faut gérer, mais aussi des modes de production un petit peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir en édition, avec un éditeur normal entre guillemets qui ne serait qu'éditeur, qui gère ses auteurs, ses parutions, etc. Nous, on est aussi libraire, donc même si moi je ne le suis pas directement, il y a toute une dimension aussi boutique, physique, sur place, une rencontre avec les clients, avec les lecteurs du coup qui est un peu différente. Donc évidemment, c'est recevoir des manuscrits, c'est lire des manuscrits, c'est prendre des décisions éditoriales. Après, le quotidien d'un éditeur n'est pas que, contrairement à ce que pensent souvent les gens, lire et corriger des textes. C'est même assez peu le cas, puisque finalement, moi je travaille avec une correctrice maquettiste qui en fait assure la correction des textes beaucoup plus que moi. L'éditeur est celui qui va coordonner beaucoup plus toutes les interactions entre l'auteur, la maquettiste donc, l'imprimeur, les ayants droit quand il y en a, donc il y a une notion aussi juridique, il faut suivre et signer des contrats, il faut obtenir parfois des autorisations, et puis c'est toute la dimension de mise en vente du texte, de commercialisation. Donc le quotidien, en fait, il n'y en a pas vraiment, dans le sens où comme on travaille avec beaucoup d'intervenants différents, donc je le disais, auteur, maquettiste, imprimeur, etc., on travaille aussi en fonction de ce qui nous arrive. Est-ce que les corrections sont terminées? Du coup, je reçois des épreuves que j'envoie à l'auteur. Quand l'auteur me renvoie ces épreuves,
on va assurer le suivi éditorial du texte, etc., etc., la mise en vente en fonction d'un programme. Donc c'est aussi la bonne gestion, la bonne tenue du calendrier éditorial, éventuellement des budgets qui s'y rapportent. Et puis c'est imaginer le marketing en lui-même est plutôt assuré par mes collègues, mais forcément il y a un dialogue. C'est aussi imaginer des opérations de mise en vente, c'est aussi travailler autour du développement de la maison. Je disais qu'on a une nouvelle marque éditoriale récemment, c'est à quoi elle sert, pourquoi on fait une nouvelle marque, comment on la met en valeur, comment on la fait exister aussi dans le paysage des éditions théâtrales, des différents acteurs de l'édition théâtrale. Donc il y a beaucoup de plein de choses. Parce que comme les titres, en fait on ne fait pas un ouvrage puis un autre puis un autre, on travaille plusieurs ouvrages à la fois avec des temporalités différentes. Donc autant je suis en train de finir des ouvrages qui vont paraître pour Avignon, autant je suis en train de programmer des ouvrages pour le mois de janvier. Donc il y a plein d'étapes de travail différentes pour tous ces ouvrages, mais qui se font en même temps, différentes étapes justement de travail. Et il y a quand même un calendrier de sortie avec des temps forts, ou c'est un ouvrage de temps en temps ? Non, il y a un calendrier effectivement. Alors nous on fait de l'édition théâtrale, donc il faut bien avoir conscience qu'on ne vend pas des pièces de théâtre à des gens qui lisent du théâtre comme ils liraient des romans. On vend des pièces de théâtre à des gens qui pratiquent le théâtre. Donc c'est des jeunes qui sont en école d'art dramatique, qui vont avoir besoin de textes, de scènes à travailler pour leur cours ou pour leur concours. C'est des troupes d'amateurs qui montent des spectacles annuels. C'est des profs, des enseignants, soit de l'éducation nationale, soit d'ateliers, soit de cours d'art dramatique. Mais tous ces gens font du théâtre et se servent de ces textes pour pratiquer le théâtre. Nous, nos temps forts et notre temporalité, elle est liée à la temporalité théâtrale. Donc il y a les mois les plus importants qui vont de septembre à janvier, grosso modo. C'est les mois de rentrée des écoles d'art dramatique. Comme on a la boutique à Paris, c'est là qu'on a le plus d'affluence. Y compris d'ailleurs pour les troupes qui cherchent à ce moment-là des textes à jouer pour le printemps par exemple. Donc nos parutions suivent aussi ces temps forts-là. Donc on va sortir des textes appropriés à la rentrée, à l'automne. On sort des textes toute l'année, mais voilà, il y a quand même une saisonnalité à la fois commerciale, en boutique, mais aussi d'un point de vue éditorial. On ne sort pas forcément la même chose au même moment. On sait qu'on a des temps forts, du coup je disais pour les troupes, parce qu'on sait à peu près à quel moment elles cherchent des textes. Il y en a qui cherchent à la rentrée scolaire pour jouer au printemps, mais il y en a qui cherchent au printemps pour jouer à la rentrée scolaire, ainsi de suite. Et puis les étudiants, eux, ont tendance à rentrer. Et donc, tous les cours d'art dramatique préparent aux écoles nationales de théâtre. Et donc, eux viennent chercher leurs textes à cette période-là, à la rentrée, pour travailler les premiers tours, les deuxièmes tours, etc. Donc forcément, ça se calme après, à partir du mois de février, ça se calme. Voilà. Sinon, d'un point de vue éditorial, on a quand même un calendrier annuel parce qu'il faut sortir des titres un petit peu toute l'année, à l'exception de l'été où soit les gens sont en vacances, soit ils sont au Festival d'Avignon, donc on sort les pièces avant mais pas pendant. Oui, bien sûr, il y a cette importance-là, qui n'est pas la même que la rentrée littéraire pour les autres éditeurs. Certes, la rentrée est importante pour nous, mais d'un autre point de vue, celui du théâtre, pas celui de la rentrée littéraire. Et donc, c'est toi qui sélectionnes toutes les pièces qui sont éditées ici ? Pas tout seul. Là, on peut parler un petit peu de la librairie théâtrale et revenir sur mon parcours. Moi, je suis rentré comme stagiaire. Je le disais, j'ai été vite embauché comme responsable d'édition. À l'époque, il y avait une autre direction qui a eu quelques difficultés et donc qui nous a permis, moi et d'autres anciens salariés, donc Rémi qui parlera aussi dans ce podcast, qui est donc responsable de librairie, mais Charles-Henri aussi, qui est le gérant de la librairie théâtrale dans son ensemble. On a repris l'entreprise en SCOP, donc société coopérative. Donc c'est une gestion très collégiale, où on est tous associés et évidemment on prend les grandes décisions ensemble. En ce qui concerne l'édition, c'est moi qui effectivement suis
principal intéressé pour suivre les manuscrits, lire les manuscrits, mais je ne le fais pas tout seul non plus. Et la décision de publication, en général, est prise ensemble. En tout cas, elle est prise en bonne intelligence. Je ne suis pas tout seul à décider. En revanche, après, je m'occupe du suivi et de la gestion de l'édition. Et puis, en tout cas, c'est principalement moi qui propose les textes par rapport aux textes qu'on reçoit. Mais il y a aussi des textes qu'on va choisir, on en reparlera peut-être, parce qu'on les a vus, parce que on nous les a envoyés, et on a forcément tous nos contacts, donc ça peut aussi venir par le biais d'un autre associé, et en tout cas on parle de tout cela ensemble. Et quand tu dis on peut choisir une pièce qu'on a vue, etc., alors comment ça se passe ? Alors comment ça se passe ? On choisit les textes parce qu'on les apprécie, mais on choisit les textes aussi parce qu'on sait qu'on va être capable de les vendre. C'est une réalité que bien souvent le cœur littéraire des lecteurs et des lectrices oublie parfois. Une maison d'édition est une entreprise, une librairie aussi. On doit pouvoir vendre les textes. Je pense que c'est important de le redire parce que ça motive évidemment les décisions d'édition, les décisions éditoriales. Il faut qu'on puisse vendre des textes pour pouvoir survivre en fait. Si on fait les choses que parce qu'on les aime et qu'on les vend plus, bientôt on n'éditera plus rien parce qu'on aura mis les clés sous la porte. C'est important dans le processus de décision. Et ça, pour ça, nous on a notre expérience. Donc moi ça fait maintenant 8 ans que je suis là, Rémi ça fait 10 ans, Charles ça fait 8 ans aussi. On commence à connaître la maison, on commence à connaître notre public. Donc on a toutes ces marques éditoriales dont je parlais, qui ont chacune une politique éditoriale différente, un public différent, qu'on commence donc à bien connaître, et qui motive aussi la sélection des textes. Donc on reçoit des textes par la poste, comme tout éditeur, on en sélectionne assez peu par la poste, comme tout éditeur, parce que finalement, notre capacité éditoriale, on reçoit environ 300 textes par an, on nous pose souvent la question, voilà. Évidemment, on n'en publie pas 300, donc forcément, la proportion de textes publiés et reçus par la poste est assez faible, parce qu'on fonctionne aussi avec les textes de nos auteurs et autrices qui sont déjà dans la maison et qui continuent d'écrire, donc forcément qu'on suit, puisque quand on commence à créer une relation, on essaie de faire en sorte qu'elle dure. Donc ça ne veut pas dire qu'on publie systématiquement tout ce que nos auteurs et autrices font. On peut se permettre de dire non si ça ne correspond pas à ce qu'on cherche, mais en général on entretient une relation qui est faite pour durer à long terme. Et puis oui, on peut être amené à voir des choses qui ne sont pas encore publiées et à trouver que l'occasion est belle pour proposer la publication. Donc ensuite, le choix se fait par rapport aux politiques éditoriales, comme je disais. Et là, c'est est-ce que, on peut en parler dans le détail, mais est-ce que le public auquel on s'adresse habituellement va trouver un intérêt dans ce texte-là? Est-ce qu'on sait qu'on est capable de leur proposer parce que ça correspond à une typologie de texte utile? Ça me permet de rebondir sur le fait que quand je disais qu'on vend des textes à des gens qui pratiquent le théâtre, ils ont forcément des attentes et des besoins. Les troupes ont des besoins par rapport à leur distribution. Les troupes cherchent des textes qui correspondent au nombre d'hommes et de femmes qu'ils ont dans l'association, ce qui est un peu différent des professionnels qui vont peut-être plutôt avoir tendance à chercher un texte et ensuite à monter une distribution. Donc nous, pour les troupes, en général, ils sont nombreux. Donc on a besoin de textes avec des grandes distributions assez modulables, alors que les professionnels ont tendance de plus en plus à réduire le nombre de personnes sur scène, en tout cas dans le théâtre privé notamment, parce que ça coûte cher. Donc c'est pas forcément les mêmes logiques. Les jeunes, les étudiants, les étudiantes en cours d'art dramatique, eux, ils cherchent des scènes à jouer, donc c'est plutôt des scènes de 3 à 5 minutes, souvent dialoguées, avec un enjeu contemporain, actuel, social, politique. Donc c'est encore une autre forme de texte. Donc on sait un peu à quoi s'attend le public, et on sait un peu comment y répondre. Ça veut dire que quand tu lis un texte, par exemple, si je prends un texte que tu reçois d'un auteur que tu connais pas, tu as des critères précis, on va dire, d'évaluation de ce texte pour savoir si tu auras envie de le publier ou pas? Oui et non. On part pas avec un a priori
sur le texte, parce que sinon, ce serait trop négatif. On s'interdit rien, on va d'abord lire le texte, on va d'abord découvrir l'histoire, on va d'abord découvrir l'écriture, la force des personnages, les thèmes. On peut être amené à apprécier un texte, à trouver que l'histoire est jolie, à trouver que c'est amusant, et à pas forcément prendre la décision de le publier, parce qu'effectivement, a posteriori, on se rend compte que ça ne rentre pas forcément dans les critères. Donc j'ai pas une grille de lecture en disant il faut absolument que ça corresponde à ça, ça et ça, parce que sinon on tomberait dans l'extrême inverse qui est de toujours publier la même chose, et il faut quand même renouveler le catalogue, il faut quand même du sang neuf, il faut quand même, c'est important. Donc on part d'abord dans la lecture d'un texte, on essaie d'être vierge d'a priori. Mais c'est bien si je peux le rattacher à une des politiques éditoriales d'une de nos marques. Donc c'est bien si dans ce texte-là, en admettant que je veux le proposer aux étudiants et aux étudiantes, c'est bien s'il y a une ou plusieurs scènes qui sont faciles à travailler pour les cours, pour les concours, pas forcément tout le texte, mais au moins quelques scènes, parce que je sais que dans ce cas-là, je peux leur proposer, dans ce cas-là, ça peut coller. Ou à l'inverse, si c'est pour les troupes, je sais qu'il y a certaines typologies de comédie qui les intéressent. Donc oui, il y a quand même ces critères-là qui restent au-dessus de la lecture pour être capable de sentir si oui ou non moi je suis capable de vendre. Je fais un petit aparté en disant que on est peu d'éditeurs de théâtre de manière générale en comparaison de tous les autres éditeurs. Donc d'abord on a tendance à se connaître, et en fait on est plutôt complémentaires. Donc il y a aussi cette dimension-là de me dire est-ce que ce texte il est bien chez moi ou est-ce que finalement il serait pas mieux ailleurs, parce qu'on fait pas tous la même chose, on n'a pas tous le même public, et quand bien même on fait du théâtre, il y a plein de formes de théâtre, il y a plein de façons d'écrire du théâtre. Et parfois on se rend compte qu'un texte finalement est plus approprié chez un autre éditeur, que sa place n'est pas forcément chez nous par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire nous, et quelque part c'est pas plus mal parce que ça veut dire que chacun fait ce qu'il sait faire de mieux, et on est complémentaires à la fin. Et quand tu lis un texte, est-ce que tu sais tout de suite qu'il va te plaire et que potentiellement il peut être publié ou pas du tout ? Non, j'aurais plutôt tendance à dire que je sais tout de suite qu'il ne me plaît pas. Oui. C'est beaucoup plus facile de déterminer, de dire un non, de déterminer que ça c'est le non, ça c'est... Bon alors évidemment des textes, on reçoit plein de choses, il y a des textes qui ne sont pas bien écrits, il y a des textes qui... C'est pas évident d'écrire du théâtre, d'avoir une écriture dramatique. On entend souvent ah bah tiens, cette histoire elle est drôle, tu devrais écrire une pièce, tu devrais... C'est vrai. En fait, je pense que c'est plus simple de se lancer dans l'écriture de romans ou finalement de littérature générale, parce qu'on en lit plus, parce qu'on est plus familier des codes. Le théâtre est quand même compliqué, il faut une dramaturgie, il faut une forme de structure. Alors aujourd'hui, il y a des dramaturgies contemporaines qui ont tendance à éclater la structure, mais c'est quand même une structure. Et puis, si on veut écrire du dialogue, c'est pas non plus... c'est plus compliqué d'écrire, je pense, du dialogue que d'écrire une description qui tient la route. Oui, il y a des choses, on sait que c'est non, soit que c'est pas assez bien, soit que ça ne rentre pas du tout dans notre ligne. Il y a des choses qui sont très compliquées à vendre, on reçoit énormément de... C'est l'occasion de passer un message. On reçoit énormément de pièces très historiques, sur des sujets très spécifiques, sur des années très spécifiques. C'est très difficile à vendre, voilà, les gens le sauront. Donc c'est pas forcément ce sur quoi on va se tourner en premier. Et donc la suite de la réponse, non, c'est plus compliqué de savoir. Alors il y a quelques pièces qui sont des évidences, on sait qu'on a très envie de faire ça. Et puis finalement il y a tout le reste où c'est une hésitation, on a envie, on se pose la question, on le relie entre nous. Il y a un contexte quand on publie du théâtre, il y a aussi la question de savoir est-ce que c'est joué, est-ce que ça ne l'est pas, est-ce qu'il y a un contexte de création.
Nous, on ne s'attache pas, on ne publie pas que parce que c'est créé. C'est quelque chose qui se fait parfois. On n'attend pas que la pièce soit créée pour la publier, parce qu'on est quand même malgré tout un éditeur, donc on est quand même dans une logique, l'édition, dans une logique à beaucoup plus long terme que la création théâtrale par la compagnie qui crée la pièce. La pièce, quand elle est créée, ça peut durer 1 mois, 6 mois, 1 an, même 5 ans s'il y a du succès, mais ça va forcément s'arrêter. Nous, quand on publie le texte, on veut que ça dure quelque part toute la vie, parce que ce texte-là, ensuite, il peut être repris par d'autres compagnies, d'autres troupes, Donc la logique n'est pas tout à fait la même, donc on ne s'attache pas uniquement à la notion de création. Mais c'est un contexte dans lequel on peut ou pas envisager la publication d'une pièce, parce que forcément, ça donne de l'actualité, c'est un petit peu l'équivalent d'un roman qui serait adapté au cinéma, oui, ça donne une visibilité, ça donne une actualité. Donc non, c'est pas toujours évident de choisir. Et alors justement, imaginons que là, tu as lu un texte qui te plaît beaucoup. Quelles sont les étapes ensuite jusqu'à ce qu'elle se trouve dans la librairie en vente ? Alors les étapes, elles sont à la fois simples et en même temps, le grand public ne les connaît pas. C'est de l'édition. Donc l'édition, c'est la chaîne du livre. Et la chaîne du livre, en général, on ne la connaît pas. On se dit, tiens, un auteur a écrit un livre, il y a un éditeur qui est passé par là. Alors, souvent, on a tendance à trouver que l'éditeur est très méchant parce qu'il veut s'approprier le travail des auteurs et qu'il les paye mal. C'est pas toujours vrai. On essaye, nous, de ne pas correspondre à ce cliché. Et puis le livre se retrouve en librairie. Bon. Le fait est qu'entre les deux, il y a d'autres intervenants dans cette fameuse chaîne du livre. C'est aussi pour ça que on a ces idées reçues sur la rémunération des auteurs, alors qui certes peut poser question, mais là n'est pas le sujet. Quand on décide de publier, il y a d'abord un contrat d'édition qui se signe entre l'auteur et l'éditeur. Ça, c'est nécessaire parce que il faut savoir que les droits pour un texte se divise en droits patrimoniaux et en droits moraux. Les droits patrimoniaux, c'est concrètement les droits physiques, celui d'imprimer un livre, de reproduire ce qu'on appelle les droits de reproduction, de reproduire un livre, de le commercialiser, de le vendre, de toucher de l'argent et de reverser sa part à l'auteur. On a besoin de cette cession pour pouvoir faire le travail de commercialisation du livre, qui n'est pas anodin. Aujourd'hui, on voit apparaître beaucoup l'auto-édition. L'auto-édition, justement, elle n'a pas les étapes intermédiaires et donc n'a pas la même diffusion, la même visibilité. Une fois qu'on a signé le contrat, évidemment, il y a tout le travail éditorial. Donc, je parlais de notre maquettiste correctrice qui va corriger le texte, qui va le mettre en maquette. On a ce qu'on appelle après, du coup, les épreuves, c'est-à-dire le texte corrigé par nous que l'auteur va relire, sur lequel il peut encore faire des corrections. Tout ce travail peut s'accompagner de demandes d'autorisation, d'iconographie, quand il y en a besoin, pour la couverture ou dans l'ouvrage, de vérification, de plein d'étapes un peu annexes. Et puis, une fois que tout est corrigé, tout est bon, on arrive à ce qu'on appelle le BAT, le bon à tirer, qui est donc la validation à la fois de l'auteur et de l'éditeur et de l'imprimeur sur l'état du texte à imprimer. Évidemment la partie impression. Et ensuite, et c'est là qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a le diffuseur et le distributeur. Et le diffuseur, c'est l'étape intermédiaire entre l'éditeur et le libraire. C'est lui qui va, par période grosso modo trimestrielle, aller voir tous les libraires de France et leur montrer toutes les nouveautés de tous les éditeurs qu'ils diffusent. En général, un diffuseur diffuse plusieurs éditeurs. Et en fait, c'est cette étape-là qui est importante pour que l'ouvrage se retrouve le plus largement possible en librairie. Parce que c'est le diffuseur et ses représentants, c'est des commerciaux, c'est des représentants qui vont en librairie, qui vont porter la bonne parole et expliquer au libraire ce qui va sortir, pourquoi c'est bien, etc. Le libraire, lui, choisit de prendre ou de ne pas prendre la nouveauté. Et c'est comme ça qu'un livre se retrouve sur une table de librairie le jour de sa sortie et que les lecteurs, les clients peuvent le retrouver à ce moment-là. Donc c'est aussi là tout le travail et tout l'enjeu de l'éditeur et donc de son diffuseur, c'est de faire en sorte que le livre puisse avoir la plus large visibilité possible et c'est pour ça
qu'on travaille avec un éditeur et qu'un auteur seul peut très difficilement bénéficier de ce travail de visibilité et de mise à disposition du public, parce qu'il n'en a tout simplement pas les moyens, parce que le rôle d'un diffuseur, c'est d'avoir plusieurs personnes qui vont faire ce travail, d'aller en librairie, présenter les nouveautés. Bon, après, le distributeur, ça c'est de la logistique, c'est des entrepôts, c'est comme ça qu'on achemine les livres, c'est aussi parce que le libraire achète ses livres au distributeur, qui lui aussi distribue plusieurs éditeurs, et pas directement à chaque éditeur les uns après les autres, sinon il se retrouverait avec des milliers d'interlocuteurs, parce qu'il y a des milliers d'éditeurs francophones, et donc lui il a besoin d'avoir une seule facture, celle du distributeur, il a évidemment moins de distributeurs, et donc ensuite l'argent remonte par le biais du diffuseur, par le biais de l'éditeur, et l'éditeur paye son auteur. Donc ces étapes-là, elles sont assez discrètes, elles sont assez méconnues, mais elles sont importantes pour bien comprendre la chaîne du livre, pour comprendre, alors là je m'éloigne, mais pourquoi Amazon c'est comme ça, pourquoi on essaye de faire des lois qui protègent les libraires, mais aussi les éditeurs, et donc par extension les auteurs, parce que tout ça est un écosystème à la fois bien rodé, bien en place, mais aussi fragile, qui change difficilement et qui a son importance aussi en France et dans l'exception que ça représente. Mais ça veut dire que quand tu sélectionnes un texte, tu le retravailles pas forcément avec l'auteur parce que tu n'as pas parlé de cette étape, donc il est tel quel. Alors oui, effectivement, on pourrait rentrer plus en profondeur dans l'étape de travail éditorial pur. On retravaille assez peu les textes pour la bonne raison que très souvent les textes sont créés et que donc les temporalités sont assez complexes à connecter. Donc je parlais de chaîne du livre, en l'occurrence quand on est diffusé distribué, le calendrier éditorial est imposé par le distributeur. Ça veut dire que pour un titre qui paraît en octobre, novembre ou décembre, il faut que l'ouvrage soit créé à la fin du mois de mai, dans la base de données du distributeur. Ça veut dire que nous, il faut qu'on sache ce qu'on va publier en octobre, novembre, décembre. À ce moment-là, il faut qu'on ait signé un contrat, il faut qu'on ait les premiers éléments, on n'est pas forcément obligé d'avoir le texte définitif, on travaillera l'édition ensuite, mais c'est quand même relativement en amont. Or, on est un éditeur de théâtre, et souvent les textes, nous on les a un peu au dernier moment, mais les projets nous sont présentés au dernier moment, parce que souvent les textes sont écrits par la personne qui va elle-même mettre en scène ou créer la pièce. Il y a une concordance entre auteur, metteur en scène, autrice. Souvent c'est sa propre compagnie qui crée le spectacle. Donc il y a d'abord une attention qui est portée à la création du spectacle, et ensuite l'auteur ou l'autrice s'est dit « Ah tiens, ce serait bien de faire publier la pièce ». Donc il nous arrive d'avoir une proposition de projet 3 mois, 2 mois avant, voire parfois moins, et là c'est bien compliqué. Mais donc ça ne rentre pas du tout dans le calendrier éditorial tel que nous l'impose le distributeur. Pour cette raison, et parce que le texte est souvent encore en répétition au moment où nous on travaille l'édition, il est assez difficile de le faire changer en profondeur. Il y a évidemment un accompagnement éditorial, on va corriger s'il y a une incohérence, on va signaler quelque chose, on peut discuter d'une scène ou de quelque chose, mais finalement on le fait assez rarement et pas forcément de manière sur l'ensemble de l'œuvre comme on pourrait le faire parce qu'on pourrait en prendre le temps sur un roman ou sur autre chose. Parce que si nous, l'éditeur, on donne des indications mais que la pièce continue d'être répétée en même temps et que le texte continue de changer en même temps, en fait c'est deux indications qui vont rentrer en contradiction et c'est difficile à concilier. Donc en général, et pour ces raisons-là, on a tendance relativement à accepter le texte tel qu'il est, parce que nous, on l'a trouvé bon dans sa version au moment où on l'a lu, et on lui laisse vivre sa vie de création, de répétition, et quand le texte est vraiment définitif, on publie à peu près. C'est un matériau, contrairement à tous les autres genres de littérature, qui est beaucoup plus organique, qui est beaucoup plus vivant, et la version qu'on va publier à un moment donné, à partir du moment où le texte continue d'être joué, le texte
sur scène, continue d'évoluer, continue de bouger. Ce qui nous arrive de faire quand il y a une réimpression, une réédition, on va corriger le texte, on va le mettre à jour par rapport aux changements qui ont pu être apportés parce qu'il a continué de vivre sur scène. Mais finalement, nous, on intervient assez peu dans la construction du texte en lui-même, si ce n'est les corrections d'usage et la vigilance pour ne pas laisser passer une erreur ou une incohérence ou quelque chose comme ça. Ok, très clair. Et donc tu lis beaucoup de théâtre, mais est-ce que tu vas aussi voir des spectacles ? Pas assez. Ouais. Mais oui, on essaye, mais finalement pas assez parce que on a assez peu de budget, donc ça coûte cher aussi. On est éditeur, mais du coup on n'est pas journaliste, on n'a pas beaucoup d'avantages de ce côté-là. On va voir aussi les pièces qu'on publie nous-mêmes, mais oui, on essaie d'aller en tout cas chacun, on met en commun aussi ce qu'on a vu, mais bien sûr que dès que possible, on essaie d'aller au théâtre, on continue d'apprécier ça, quand bien même on en lit toute la journée. Et est-ce que tu as un spectacle à nous recommander, peut-être ? Alors, un spectacle à vous recommander qui se jouerait en ce moment, oui, je vais prêcher pour ma paroisse, mais Agathe Charnay, qu'on publie depuis quelques années, qui a fait Ceci mon corps, qui avait très bien marché, et aussi Nuit de juin. On publie en ce moment son nouveau texte, ça vient de sortir, c'est sorti le 6 juin. Donc ça s'appelle Nous étions la forêt, c'est un ouvrage avec 2 titres, Nous étions la forêt et Le Dieu des causes perdues. Alors Le Dieu des causes perdues se joue en ce moment à l'Athénée, donc je pense que ce sera trop tard, mais Nous étions la forêt, sa nouvelle création, va être en tournée, donc ça sera à Paris à l'automne et un petit peu partout, il faut regarder, les dates sont aussi en train de s'ajouter. C'est une pièce écologique. Un couple de citadins décide de retourner vivre à la campagne et notamment au bord d'un petit bois, le petit bois de la Fermette. Sauf qu'un projet d'élagage est prévu pour mettre en place des panneaux solaires. Et ça crée évidemment plein de tensions et d'interrogations au sein de la population qui vit sur place, puisque finalement les panneaux solaires, on se dit que c'est bien, mais c'est quand même couper des arbres, c'est quand même détruire un écosystème. À quelle fin exactement ? Donc ça pose pas mal de questions assez intéressantes sur l'aspect écologique en lui-même, mais aussi sur le rapport de chacun à la nature, à la ville, au fait de revenir à quelque chose d'autre, pourquoi on le fait, et notre rapport aux autres là-dedans, puisque chacun fait des choix, prend des décisions. C'est assez intelligent, comme tout ce que fait Agathe Charnay. Et voilà, ça se crée justement en ce moment. Eh ben, merci beaucoup Guillaume. Mais de rien. Et à très bientôt à la librairie. Oui, avec plaisir. Voilà, j'espère que l'interview de Guillaume vous a plu et vous a aiguillé sur la manière d'éditer une pièce de théâtre. Maintenant, place à Rémi qui m'a parlé plus en détail des clients de la librairie et de leurs demandes. Et c'est parti! Salut Rémi. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Mais de rien. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Eh bien, je m'appelle Rémi Deletraz, je suis le libraire de la librairie théâtrale. Alors, en quoi ça consiste, ton métier de libraire? Alors, mon métier de libraire consiste tout simplement à vendre des livres, mais pas n'importe quel livre, des livres de théâtre. Oh! Et alors, c'est quoi ton parcours? Alors, mon parcours est sinueux. On va aller au plus simple. J'ai fait une école pour être libraire, tout simplement. Donc, j'ai commencé dans une librairie généraliste. Et puis, comme par ailleurs, j'étais aussi comédien amateur, j'ai pu réconcilier mes deux passions, on va dire la librairie et le jeu théâtral, en étant engagé à la librairie théâtrale il y a maintenant un peu plus de 10 ans. C'est pas mal. Et donc je suis resté 5 ans en tant qu'employé, et puis avec mes associés nous avons racheté la librairie théâtrale. Mais en tout ça fait bien 10 ans au 4 mars dernier. Voilà. Et qui sont les clients de la librairie théâtrale? Alors les clients de la librairie théâtrale, il y a deux facettes principales. Il y a tout d'abord les étudiants en arts
dramatique qui cherchent des scènes à jouer, non seulement pour leurs ateliers, leurs cours, etc., mais surtout pour leurs concours. Les concours des écoles supérieures d'art dramatique. Et puis il y a une deuxième clientèle qui sont les troupes de théâtre amateurs. Voilà. Alors ce sont les deux principaux types de clients, les étudiants, les amateurs. Est-ce qu'il y a quand même des gens qui viennent pour lire du théâtre parce qu'ils aiment bien ça ? Peu. C'est vrai. Assez. Non, on est un commerce de niche. On est vraiment un commerce de niche. Avec une clientèle très 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 fidèle et très très bien identifiée, mais des gens qui lisent du théâtre, il y en a bien sûr, mais on va dire que c'est assez résiduel. Et alors, quelles sont les demandes que tu as le plus à la librairie ? J'ai envie de telles scènes pour que mon professeur puisse voir à quel point je suis une bonne comédienne ou un bon comédien. Voilà. Alors en général, ce sont des scènes avec beaucoup de forts engagements émotionnels. Ce qui est intéressant dans mon métier, c'est que contrairement à un libraire généraliste, on ne cherche pas un livre. On cherche une scène. C'est ça qu'on demande généralement. Alors évidemment, la scène fait partie d'une pièce qui elle-même est dans un livre, donc on ne peut pas totalement l'extraire. Mais ce que les clients recherchent, enfin mes clients étudiants recherchent, ce sont vraiment des scènes à jouer. Donc c'est vraiment en rapport avec une pratique immédiate du théâtre. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que je vois toute la chaîne du livre jusqu'à la pratique du théâtre, puisque le livre est bien sûr imprimé, le livre est vendu et le livre est joué, puisqu'il s'agit d'une pièce. Donc on a ce passage de l'écrit à l'oral qui se fait très, très, très simplement, et nous en librairie on tient vraiment à ce que les gens puissent feuilleter. Ça, je trouve que c'est très important que les gens puissent feuilleter, parce qu'il y a toujours quelque chose d'un peu mystérieux dans ce que les gens attendent dans le fait de feuilleter. Ils cherchent la phrase qui va les marquer. Est-ce qu'ils cherchent la scène qui va les marquer, parce qu'ils n'ont pas non plus beaucoup de temps, donc ils cherchent quelque chose. Et je trouve ça très beau en fait de voir les gens avides de trouver le passage qui va les marquer. Voilà, donc on a des bancs en bas. D'habitude, les libraires n'aiment pas trop qu'on feuillette les livres, parce qu'effectivement, si on les feuillette trop, ça devient des livres usagés, des livres d'occasion. Mais nous, on tient vraiment à garder ça parce que ça fait partie de l'habitude de la clientèle aussi. Encore une fois, les gens cherchent des passages en particulier, et c'est précieux. C'est précieux de voir justement ces gens chercher le passage qui va les marquer. Et alors, quant à cet étudiant qui cherche ce fameux passage, bon, alors toi, tu as lu plein de livres, j'imagine, ça on en reparlera après, mais comment tu fais pour pas donner toujours le même texte et pour savoir qu'est-ce qui pourrait leur plaire à ces clients-là ? Bon, déjà, je leur demande ce qu'ils ont déjà joué. D'accord. Ils ont déjà lu ce qu'ils ont déjà joué. On a quand même souvent les mêmes auteurs et les mêmes autrices qui reviennent, mais l'ordre de passage est différent. C'est-à-dire, j'ai joué tel auteur, j'ai joué telle autrice, et l'autre va me dire, j'ai joué telle autrice, j'ai joué tel auteur, et on peut, à partir de là, trouver la pièce qui correspond le mieux. En fait, plutôt la scène qui correspond mieux. Alors, bon, déjà le gros avantage, c'est qu'on a beaucoup d'ouvrages à disposition, puisque ça c'est sûr. Puisque la librairie comporte 10 000 références qui vont de l'Antiquité jusqu'au théâtre le plus contemporain. Donc, on a quand même beaucoup de choix à disposition, et puis que mine de rien, parce que ce que les professeurs demandent, ce que les étudiants jouent, ça va de Antigone de Sophocle au dernier d'Énéschylie. Donc là encore, c'est très varié. Pour nous, c'est vraiment c'est assez agréable, et ça permet de pas trop se répéter non plus, de vraiment trouver dans l'ensemble de la production théâtrale universelle ce qui peut encore se faire. Et puis on voit bien aussi en face de nous, on a des profils différents, et puis c'est toujours agréable d'essayer de trouver qu'est-ce qui correspond à tel profil. Et du coup, ça veut dire que tu lis
énormément de théâtre pour pouvoir les aider comme ça. Le gros avantage du théâtre, c'est que c'est joué aussi. Donc, je les lis, mais je vais les voir également. Donc, ça permet aussi de diversifier les formes d'apport culturel, on va dire, le bagage que je peux me constituer. Et c'est vrai que, alors évidemment, je les lis, mais c'est important aussi pour moi de voir ce que ça peut rendre à l'oral. Parce que c'est ça, encore une fois, in fine, ce qu'ils vont chercher. Donc, oui, j'en lis pas mal, mais j'en vois pas mal aussi. Voilà, et j'essaye d'aller aussi voir un peu les ateliers, les différents cours. C'est aussi intéressant de voir nos clients, de les voir jouer effectivement sur scène. Oui, parce que tu as des clients fidèles que tu suis même sur scène. Ah, bien sûr. Bien sûr, c'est ça aussi qui est très agréable dans ce métier, c'est que on les voit évoluer. Moi, ça fait 10 ans que je suis là, donc il y en a qui sont devenus des stars. Autant. Je dirais pas qui. La classe. Mais en tout cas, oui. Et puis c'est toujours assez valorisant de les voir, de voir aussi que qu'on a un impact sur eux. Il y a une école supérieure qui a publié les résultats cette année des admis, et on avait 80% des admis qui sont passés par chez nous, quand même un compte vidéo, qui sont passés plusieurs fois. Donc ça, quand on voit ça, on se dit du coup ça a eu un impact, forcément. On a eu un impact là-dessus, et forcément quand il y a des milliers de candidats, il faut pouvoir être guidé. En fait, on est là un peu pour ça, pour leur permettre d'être un peu aidé, parce que c'est pas forcément facile. Le choix du texte, c'est peut-être la partie la plus difficile, parce que c'est celle qui dépend le moins de nous, finalement. Notre interprétation, notre façon de jouer, notre intelligence du texte, ça dépend de nous. Mais le choix du texte, c'est toujours quelque chose d'assez compliqué. Et pourtant, c'est ce qui est à l'origine du reste. Et nous, on est là pour cette étape-là. Après, évidemment, c'est leur talent personnel qui fera le reste, bien sûr. Mais il y a une étape à franchir qui n'est pas forcément la plus évidente. Et on est là pour essayer de la franchir avec eux. Voilà. Et parmi tous ces bouquins, est-ce que tu as une pièce préférée ? Alors, j'ai une pièce préférée, bien sûr, parce que moi, si j'ai commencé à travailler à la librairie théâtrale, comme je l'avais dit, c'est que non seulement j'étais libraire, mais je jouais aussi. Et je jouais un projet qui s'appelait Racine en solo, où je joue des pièces de Racine en solo. Donc, je connais 6 pièces de Racine par cœur. Oh. Voilà. Ça aide aussi. Je voudrais une pièce de Racine. Là, allez-y, parce que c'est ma spécialité. Voilà, je connais. Donc en fait, je suis vraiment tombé dans le théâtre grâce à Andromaque de Racine. En fait, j'avais tellement lu cette pièce que je la connaissais par cœur, et puis quand je l'ai su par cœur, je me suis dit, je vais la jouer. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est resté ma pièce préférée, parce que je dirais que c'est celle que je connais le plus, parce que donc je l'ai apprise par cœur, je l'ai jouée, et puis ça fait plus de 10 ans que je la joue régulièrement, et puis je découvre toujours des choses dedans. Donc c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus moderne, effectivement, mais au moins c'est la chose que j'ai le plus creusée. Voilà. Et est-ce que tu arrives aussi à recommander des pièces que tu n'aimes pas ? Oh oui, parce que comment dire, je sais ce qui plaît. Alors, je vais quand même donner un exemple. Volksrichter, je comprends jamais rien d'un Volksrichter. Je vois pas où il va. Mais par contre, je sais très bien à quel client ça pourrait plaire. Voilà. Je leur dis pas, moi j'aime pas, mais vous ça vous irait très bien. Bon, maintenant le podcast est lancé, donc trop tard. Mais l'avantage justement quand ils cherchent des scènes et non pas des pièces, c'est qu'il peut y avoir des énergies à l'intérieur d'une scène qui va très très bien, auquel le client peut très bien s'identifier. Donc c'est assez facile en fait, c'est assez facile. Je pense que si on me demandait si je devais vendre vraiment une pièce que j'aimais pas du tout, ce serait compliqué. Par contre, trouver une scène et que moi j'aime pas la pièce dont est issue la scène, aucun souci. Est-ce que tu as parfois des demandes insolites ? Des demandes insolites, j'en ai pas mal. Alors là, c'est pas tellement le public étudiant qui a des demandes insolites, c'est plutôt le membre de troupes amateurs
qui ont des demandes parfois extrêmement précises. Je voudrais qu'il se passe ça dans tel décor avec tel nombre de personnages. Bon, tel nombre de personnages, je sais pas. Voilà, mais je voudrais que le personnage puisse être entre 50 et 62 ans. Là, on est vraiment sur un truc très précis et à chaque fois, on doit se retenir pour pas leur dire écrivez cette pièce parce que c'est trop précis. Non, et puis sinon, des demandes vraiment insolites. Tout est un peu insolite, mais et tout devient de moins en moins insolite pour nous parce que c'est normal de vouloir se démarquer. En fait, les clients cherchent, quand cherchent un texte à jouer, ils cherchent à vouloir se démarquer. Donc forcément, ils ont des demandes un petit peu étonnantes, mais ça fait partie du jeu et plus c'est surprenant, mieux c'est souvent. Voilà. Est-ce qu'il y a un style de pièce, un auteur qui est en vogue en ce moment à la librairie ? Alors, c'est le théâtre britannique. Surtout, le théâtre britannique avec deux auteurs, c'est Dennis Kelly et Kate Tempest. Pour Kate Tempest, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que c'est un théâtre qui prend des éléments de rap, des éléments de slam, des éléments de poésie. Donc on est à la confluence de beaucoup de genres, de genres littéraires qui plaît. Enfin vraiment, même dans la traduction qui plaise. Même dans leur traduction française, on retrouve ça. Dennis Kelly, on est dans un théâtre vraiment de situation, de théâtre, voilà, il y a un mélange de psychologie, d'action, etc. Et ça fait du bien, je pense, de retrouver ce côté, bah ça, c'est du théâtre avec un début, un milieu, une fin, des personnages, qu'il y a une action, etc. Je dirais que c'est les deux grosses vogues de la librairie. Et donc tu disais que tu allais aussi souvent voir des spectacles. Oui. Est-ce que tu as un spectacle à nous recommander ? Oui, alors j'ai un spectacle à vous recommander. Là, j'ai vu la semaine dernière Le Conte des Contes d'Omar Porras au Théâtre des Amandiers. J'ai trouvé que c'était un spectacle... Alors, Omar Porras, mon intérêt pour Omar Porras date de ma période du lycée. Ah. Oui, ça commence à dater. J'ai pas dit ça. Non, mais moi, j'ai vu 50 années quand je me suis rendu compte que la dernière fois que je l'avais lu, c'était au lycée. Je me dis, ah oui, quand même, ça fait un bout de temps. Et en fait, c'est un metteur en scène qui appuie sur un élément que j'adore au théâtre, qui est l'émerveillement. Et ça, se retrouver à avoir 5 ans, quand on est spectateur, c'est quand même très précieux. C'est un mélange de folie, de cabaret, de Tim Burton, de Thomas Joly, vraiment de commedia dell'arte, de tout ce qu'on veut, de clown, etc. Et je trouve ça formidable d'avoir cette sensation d'émerveillement en voyant une pièce. Voilà. Trop bien. Eh ben, merci beaucoup Rémi. Merci beaucoup. Et on peut te retrouver à la librairie théâtrale. À la librairie au 3 rue de Marivaux, du lundi au samedi de 11h à 19h. Ouh, merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de cette interview. Si ce moment vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast, à le partager autour de vous et à vous abonner bien sûr pour être au courant des prochains épisodes. Un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast Et si on allait au théâtre ce soir ? Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie, parce que ça la rend plus jolie. Bye bye.